Parfois, un simple titre dans la presse économique cache une histoire bien plus vaste. Une histoire de pouvoir mondial, de stratégie à très long terme et d'impact très concret sur le terrain. C'est précisément le cas de l'accord qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà le chiffre au cœur de toute cette affaire. 5,5 milliards de dollars canadiens. C'est une somme colossale. Et dans le monde des affaires, un chiffre pareil, ça signale tout de suite qu'on a affaire à une opération majeure, avec des enjeux qui vont bien au-delà de la simple finance. Alors, pour bien comprendre cette transaction, il faut d'abord savoir qui est en face de qui. D'un côté, on a l'acheteur, Zijin Gold. C'est un véritable poids lourd de l'industrie minière chinoise, soutenu par l'État. De l'autre côté, le vendeur, Allied Gold, une société canadienne dont toute la valeur en fait réside dans ces mines africaines. On a vraiment deux mondes, deux stratégies qui se rencontrent dans cet accord. Ok, alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va se pencher sur les détails de l'accord à 5,5 milliards. Ensuite, on prendra un peu de recul pour comprendre la stratégie globale de la Chine sur les ressources. Après ça, on regardera de plus près ce qui a été acheté, ce fameux portefeuille aurifère en Afrique. Puis, on ira voir la perspective du terrain, les réalités locales. Et pour finir, on verra comment tout ça s'articule, cette idée d'une seule transaction, mais qui recouvre plusieurs mondes. Alors, commençons par la transaction elle-même. Le point crucial à comprendre, c'est qu'il s'agit d'une offre entièrement en numéraire, autrement dit, du cash immédiatement. Pour les actionnaires d'Allied Gold, ça signifie une valeur concrète sans délai. C'est une proposition à la fois simple, directe et terriblement efficace. Si on se place du point de vue des actionnaires, l'offre était vraiment très attractive. On parle de cash immédiat et surtout d'une prime d'environ 27% sur le prix moyen de l'action, ce qui est considérable. Ajoutez à ça qu'il n'y avait aucune condition de financement, l'acheteur est solide comme un roc, et on comprend tout de suite mieux pourquoi le conseil d'administration a recommandé l'offre à l'unanimité. C'était sans mauvais jeu de mots, une sortie en or pour les investisseurs. Ok, passons à la deuxième partie. Pourquoi un tel investissement ? Parce que, et c'est vraiment le point clé, cette acquisition n'est pas un événement isolé, loin de là. Elle fait partie d'une stratégie nationale chinoise beaucoup plus vaste et mûrement réfléchie. La grande question est donc, quelle est la vision d'ensemble derrière ces deals à plusieurs milliards ? Qu'est-ce qui motive vraiment un investissement aussi massif ? En fait, cette question nous amène tout droit au cœur de la géopolitique des ressources. Eh bien, le point crucial, c'est que ces investissements sont avant tout un outil stratégique. Comme le montre cette analyse, le résultat est assez clair, ça augmente les flux de minerais vers la Chine et ça crée une dépendance plus forte entre la Chine et le pays ciblé. Le but n'est donc pas seulement financier, il s'agit de sécuriser des ressources et d'étendre son influence. Et il faut bien comprendre que ce ne sont pas des investissements passifs. L'objectif, il est très clair, c'est d'obtenir une participation majoritaire. Autrement dit, de prendre le contrôle direct des opérations d'extraction et de traitement hors de Chine. C'est une stratégie très active pour maîtriser de A à Z les chaînes d'approvisionnement mondiales. Troisième partie, alors quel est ce fameux trésor au cœur de la transaction ? Revenons à notre accord pour voir précisément ce que Zijin Gold a acheté pour 5,5 milliards de dollars. Quels sont ces fameux actifs ? Cette image, elle illustre parfaitement l'échelle des opérations dont on parle. Ce ne sont pas de petites mines artisanales, On parle de complexes industriels immenses, ultra complexes et bien sûr extrêmement précieux. Des opérations capables de transformer des paysages entiers. Alors concrètement, ce portefeuille, il est assez impressionnant. Il y a des mines qui sont déjà en production, donc qui génèrent des revenus tout de suite, comme Sadiola au Mali ou Agbaou et Bonikro en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a le projet Kurmuk en Éthiopie, qui est encore en développement. Ça, c'est le potentiel de croissance pour l'avenir. C'est donc un mélange très stratégique entre le présent et le futur. Et d'ailleurs, le président de Zijin Gold le dit lui-même très clairement, Sadiola et Kurmuk sont des actifs générationnels. Le mot est important. On ne parle pas de profit à court terme, mais bien de sécuriser une production sur plusieurs décennies. C'est un investissement stratégique pensé pour le futur. Le PDG d'Allied Gold, le vendeur, met lui aussi l'accent sur la qualité des actifs, évidemment. Mais il ajoute un point intéressant, il parle des juridictions favorables à l'exploitation minière. En clair, il souligne que le climat d'investissement dans ces pays est bon, ce qui est un argument de poids pour justifier la valeur de la transaction. Quatrième point, et c'est un point crucial, la perspective du terrain. Jusqu'à maintenant, on a entendu le discours très positif des entreprises. Mais pour avoir l'image complète, il faut maintenant confronter cet optimisme avec les réalités locales. Le communiqué de presse officiel est très clair là-dessus.
Le PDG d'Allied Gold insiste sur le fait que Zijin Gold partage les mêmes valeurs de durabilité, qu'il donne la priorité à la performance environnementale, à l'engagement avec les communautés. C'est le discours officiel, celui de la responsabilité sociale des entreprises. La question qu'il faut se poser est donc simple. Mais dans les faits, à quoi ressemble le bilan de ce type d'opération minière en Afrique de l'Ouest? Est-ce que le discours officiel correspond à la réalité sur le terrain? Eh bien là, le contraste est pour le moins frappant. Un rapport de l'Atlantic Council de 2025, par exemple, détaille des impacts négatifs très profonds liés à ce type d'opération en Afrique de l'Ouest. La liste est longue: contamination de l'eau par le mercure et le cyanure, déforestation massive, expropriation de terres agricoles, insécurité alimentaire, tensions sociales. Le tableau est bien loin du discours officiel. Et ce qui rend ces problèmes possibles, c'est souvent l'exploitation des lacunes politiques et de la faible surveillance dans les pays hôtes. En gros, ce n'est pas seulement le comportement des entreprises qui est en cause, mais aussi un manque de réglementation ou d'application de la loi, ce qui permet à ces impacts négatifs de se produire. On arrive à la dernière partie. Comment on met toutes les pièces du puzzle ensemble? On a d'un côté un discours d'entreprise optimiste et de l'autre des réalités de terrain parfois très dures. Comment on fait le lien? Eh bien, il faut comprendre que cette seule et même transaction existe en fait simultanément dans plusieurs mondes. Le point essentiel, c'est de voir cet accord non pas comme une seule chose, mais comme 3 couches superposées. La première couche, c'est la transaction financière, dont le but est de créer de la valeur pour les actionnaires. La deuxième couche, c'est la stratégie géopolitique, qui vise à sécuriser des ressources pour une puissance mondiale. Et la troisième couche, c'est la réalité sur le terrain, environnementale et sociale, avec des conséquences très concrètes pour les communautés locales. Donc au final, un accord de 5,5 milliards de dollars, c'est bien plus qu'un simple titre dans les journaux. C'est un véritable carrefour. C'est le point de rencontre entre le grand capital mondial, la stratégie d'une nation et, tout simplement, la vie des populations locales. Pour comprendre ce genre d'histoire, il faut absolument regarder tous ces angles à la fois. Et tout cela nous laisse avec une question finale, qui est absolument essentielle. Comment les nations, dans cette course effrénée aux ressources, peuvent-elles trouver le juste équilibre? L'équilibre entre la promesse du développement économique et la nécessité vitale de protéger l'environnement et les sociétés locales. Trouver cette balance, c'est sans aucun doute l'un des plus grands défis de notre époque.